J'aborde maintenant dans une deuxième vidéo consacrée à la conclusion du chapitre 31 des Essais de Montaigne, texte intitulé « Rencontre avec les sauvages ». J'aborde donc maintenant les lignes 4 à 6 de ce texte, dans une analyse linéaire. Il faut d'abord remarquer dans ces lignes que malgré la quantité de paroles apparemment prononcées par le roi parla à eux longtemps, ligne 5, ces paroles ne sont pas rapportées par Montaigne. Il exprime des regrets sur son oubli de certaines paroles des sauvages, j'ai perdu la troisième et ensuite bien Marie, ligne 7, et il peut ensuite donner de sa discussion avec les cannibales un rapport presque exhaustif, ce sont les lignes 7 à 15, mais il passe totalement sous silence celle du roi, sans exprimer aucun regret. Est-ce curieux? Si les paroles ne sont pas rapportées, cela veut dire qu'elles n'étaient pas intéressantes, ou que le roi, dans cette discussion, était insignifiant. La primauté donnée à la voix des sauvages et la remise en cause des paroles des autres locuteurs dans ces lignes permet finalement de donner raison aux sauvages. Dans la phrase suivante, on observe le même phénomène. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville, ligne 5 toujours. La visite d'une ville est de nature à occuper un long moment dans la réalité. Or, elle n'est rapportée par Montaigne qu'en une petite phrase. Les personnes qui montrent la ville, quant à elles, sont tout simplement oubliées, fondues dans un on impersonnel. La seule personne qui ne se fond pas dans la masse est simplement masquée par un autre pronom indéfini. Après cela, quelqu'un leur demanda leur avis, ligne 6. C'est un signe certain de l'absence d'intérêt de l'auteur. On ne peut donc que repérer l'ironie du rythme dans cette phrase. Le rythme ternaire, appuyé par la syndète, notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville, montre l'emphase qui entoure cette présentation. Mais Montaigne ne le cautionne pas. Il veut montrer l'orgueil des personnes qui font voir. Il critique l'égocentrisme de ceux qui imaginent que la beauté de leur ville est nécessairement universelle et qu'elle doit nécessairement impressionner les sauvages et leur servir d'exemple. Du reste, les sauvages n'y accordent en fait que peu d'intérêt, puisque ce point ne sera pas repris ensuite dans leurs remarques, et cette emphase sera cassée par le silence des lignes qui suivent à ce sujet. Même s'il utilise la première personne du pluriel, notre façon, notre pompe, ligne 5, l'auteur s'extirpe donc de ce nous pour prendre un point de vue plus élevé et donner la parole aux étrangers. J'aborde maintenant les lignes 7 à 11. Dans les lignes suivantes, donc, lignes 7 à 11, comme les Lumières un siècle et demi plus tard, Montaigne se sert du regard naïf de l'étranger. Il trouvait fort étrange que tant de grands hommes se soumissent à obéir à un enfant. Le paradoxe, fort étrange, est à comprendre ici comme une critique. Et de fait, Charles IX a 12 ans à ce moment-là. Plusieurs éléments viennent renforcer cette critique. D'abord, Montaigne prend plaisir, en choisissant ces mots, à créer un décalage entre le mot utilisé par un Européen, ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable, et celui utilisé par les sauvages, fort étrange. Entre la ligne 6 et la ligne 8, on est donc passé de l'éloge à la critique. Le contraste entre l'attendu et la réalité renforçant cette critique. Ensuite, le style employé insiste sur l'importance des gardes. La description des Suisses occupe en effet une place plus grande dans la phrase que la simple mention de l'enfant à la ligne 10. Supériorité marquée par une énumération. Tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés. La supériorité sur le roi est à la fois quantitative, tant de, et qualitative, grand, portant barbe, fort, armé. Ainsi se développe, dans la fin de l'essai, une réflexion, sinon une critique, politique. Dans ces lignes, il s'attache également à créer une relation de confiance avec le lecteur. Indiquant au lecteur des problèmes de mémoire, à la ligne 7, ils répondirent 3 choses, d'où j'ai perdu la troisième et ensuite bien Marie. Il renforce ainsi la crédibilité de son discours à suivre. Mais j'en ai encore 2 en mémoire, ligne 7 aussi. À la ligne 9, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde. Il traduit pour le lecteur le langage des sauvages, qui pourrait paraître obscur. Et Montaigne émet pourtant un doute sur sa propre réflexion. Il est vraisemblable que. Il donne donc la parole aux étrangers, en essayant de la corrompre le moins possible, en indiquant des failles possibles dans sa compréhension. Ce faisant, il prend le contre-pied des fines gens, auquel il faisait allusion au paragraphe 5 de ce chapitre.
Les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent, et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. On se trouve là donc avec une sorte de conclusion, c'est vrai, qui reprend bien les thèmes des paragraphes précédents. Je passe enfin dans cette vidéo aux lignes 11 à 15. Je suis toujours dans la première partie et toujours dans le premier paragraphe de cette conclusion de l'essai en question. Dans les lignes 11 à 15 donc, de la même façon que pour la critique politique, Montaigne utilise le regard naïf des sauvages pour critiquer la société française. Il emploie d'ailleurs la même expression. Il trouvait étrange, ligne 14, tout aussi critique que la première fois. Plus précisément, il s'attaque à l'injustice sociale et au manque de charité envers les plus pauvres. La violence de la critique apparaît dans le réalisme hyperbolique des descriptions. Des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, ligne 12-13, s'opposent aux mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté, ligne 13-14. Comme dans la critique politique, l'hyperbole se déploie de la même façon sur les aspects quantitatifs, gorgés de, et qualitatifs, toutes sortes de. Les réactions attendues des pauvres sont également hyperboliques, de façon à montrer la situation désespérée dans laquelle ils sont. Prissent les autres à la gorge, ligne 15, missent le feu à leur maison, ligne 15 aussi. Comme dans les lignes précédentes, qui sont d'ailleurs construites sur le même modèle, Montaigne ne rapporte pas la réflexion des sauvages sans donner, entre parenthèses, une explication au lecteur. Ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres. Il se fait encore une fois interprète. Ils ont une façon de leur langage telle. Les parenthèses nous font bien voir, comme l'idée de doute étudiée plus haut, qu'il tient à effacer le plus possible son intervention afin de laisser toute la place aux paroles des cannibales. Pourtant, la parenthèse participe à la critique, car avec elle, comme dans les premières lignes de notre extrait, apparaît un autre point pour l'éloge des cannibales. Ils nomment les hommes moitié les uns des autres. Leur pays semble une sorte de paradis, tel que décrit dans la Bible. L'emploi de ce terme qui apparaît en incise se retourne contre les Européens décrits juste après, comme cela a été aussi le cas au début de notre texte. On peut en effet rapprocher de l'attitude des cannibales, l'attitude prônée par la Bible, où est utilisé le terme prochain pour parler de tout autre homme que nous. Les Européens, chrétiens, n'appliquent pas leur propre doctrine, ce que les cannibales font naturellement. Dans les lignes 4 à 15, il poursuit donc l'idée, déjà développée au paragraphe 12 de ce chapitre, que la comparaison avec les Européens était à l'avantage des sauvages. Il y expliquait par exemple au sujet du cannibalisme et de la torture que les mœurs européennes étaient plus horribles que celles des sauvages. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Voilà ce qu'il disait au paragraphe 12. Du reste, on note que jamais Montaigne ne les appelle cannibales, alors qu'il s'agit du titre de son essai. Il a déjà abordé ce point dans les paragraphes 12 à 14, sans insister justement sur ce qualificatif. Il souhaite en effet construire ici le portrait du bon sauvage, tel qu'il sera réemployé et discuté abondamment lors du XVIIIe siècle. Une civilisation à la limite de l'utopie, où règne la justice, la charité et un beau temps éternel. Il donne enfin une place importante dans ses lignes au regard extérieur sur les nations européennes, et il est toujours à la recherche, dans sa façon de poser la réflexion, d'un décentrement. Cela a été régulièrement rappelé dans le corps de l'essai, mais occupait surtout les paragraphes 1, 7 et 8, notamment avec la réflexion sur les différents sens du mot sauvage, et une critique sur les regards trop ethnocentrés. C'est là que se trouve, disait-il, la religion parfaite, le gouvernement parfait, l'usage parfait et incomparable pour toute chose. Il parlait là des gens qui font l'éloge de leur propre pays sans regarder ailleurs. Il paraît donc clair qu'il reprend dans ses lignes des thèmes déjà développés plus haut dans le chapitre. Il faut cependant noter que c'est la première fois que Montaigne laisse la parole à une autre personne dans ce chapitre. Quand, dans les paragraphes précédents, il a donné la parole à une autre personne, il s'agissait d'auteurs antiques. Ici, il reste toujours bien visiblement le narrateur principal, mais il délègue au travailleur du discours indirect la parole aux sauvages, majoritairement.